Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme promis, on va parler de la complexité des algorithmes. Elle va se caractériser par deux notions, l'espace et le temps. Et oui, aujourd'hui, on va aller aux confins de notre univers pour expérimenter les limites de l'espace-temps. On va aller dans des failles spatio-temporelles, on va découvrir des choses que l'on n'a jamais vues jusqu'à maintenant et on va expérimenter la complexité via une faille spatio-temporelle d'origine inconnue. Bon, désolé, je m'emporte un peu. Plus sérieusement, à quoi va correspondre cette complexité en espace-temps ? Eh bien, tout simplement, la complexité en temps, ça va être combien de temps il va falloir pour pouvoir exécuter mon algorithme jusqu'au bout. Ou plus précisément, combien d'instructions élémentaires est-ce que je vais devoir exécuter pour aller au bout de l'algorithme. De l'autre côté, la complexité en espace, ça va être de quel espace mémoire est-ce que je vais avoir besoin pour exécuter mon algorithme. Ou, en d'autres termes, combien de variables vais-je devoir déclarer pour exécuter cet algorithme. Imaginez qu'à chaque coup qu'on définit une variable, on doive noter sa valeur dans un cahier. Eh bien, quel est l'espace de pages de cahier dont je vais avoir besoin pour exécuter mon algorithme? C'est ça, la complexité en espace. Alors, je vous propose que l'on calcule ensemble le nombre de définitions et d'instructions qui vont être nécessaires pour mener à bien notre algorithme glouton qu'on a vu la dernière fois. Eh bien, on va se rendre compte dès le début que ce nombre de définitions et d'instructions, il va dépendre de n, le nombre d'objets disponibles, puisqu'on a une boucle pour i variant de 1 à n, qui implique qu'on exécute les instructions qui sont à l'intérieur n fois. Donc au total, pour ce bloc, on va avoir 2n définitions et 2n instructions. Il faut rajouter pour cette page les 2 définitions et 2 instructions qui sont en bas. Alors pour la suite, il va falloir qu'on soit capable de savoir combien de boucles tant que sont exécutées. Et bien sachant que dans chacune de ces boucles, soit un nouvel objet est pris dans le sac, soit cette boucle se termine, on sait qu'il y a au maximum n boucles tant que qui vont s'exécuter. Et donc on peut déduire que la première ligne de cette boucle va nécessiter 2n instructions. Par contre, on ne va compter que 2 définitions, parce qu'à partir du moment où on redéfinit la même variable à chacune des boucles, ça ne prend pas plus d'espace. On fait la même variable qui est redéfinie plusieurs fois et qui prend à chaque coup le même espace. Donc on va compter seulement 2 définitions. Par la suite, il va y avoir une boucle pour imbriquer. On sait que cette boucle va impliquer d'exécuter n fois ce qui est à l'intérieur, mais comme on l'exécute elle-même n fois, on sait que ce qui va être à l'intérieur va être exécuté n fois n, c'est-à-dire n au carré. Et donc au total, là on va avoir 5n carré instructions. Et puis pour le dernier bloc, ça nous fait 3n instructions. Au total, on a un nombre d'instructions qui est de 5n carré plus 7n plus 2, et un nombre de définitions qui est de 2n plus 4. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir comparer ces chiffres, cette complexité, à celle d'un autre algorithme qu'on a vu pour le problème du sac à dos, celui de la force brute. Oui, celui que je vous avais demandé de réfléchir à comment on pourrait l'écrire dans la dernière vidéo. Ne me dites pas que vous aviez oublié. Alors cet algorithme de la force brute, on va le regarder dans les grandes lignes et il y aura un peu plus de détails dans la vidéo bonus qui est associée à celle-ci afin de ne pas l'alourdir. Alors on observe qu'au début ça ressemble beaucoup à celui de l'algorithme glouton. On a les mêmes données en entrée bien entendu, celle du problème du sac à dos. On va définir les variables xi, mais on ne va pas définir les ratios, vu qu'on ne va pas les utiliser pour cet algorithme, mais par contre on va avoir besoin d'une autre variable qui va être xtemp i. Et puis on va définir meilleur c qui correspondra à la meilleure quantité de calories qu'on peut prendre dans le sac. Par la suite on va avoir une boucle pour qui va nous permettre de boucler sur toutes les possibilités de prise d'objets, en réalité, comme c'est le principe de cet algorithme.
Ensuite, on va avoir une boucle qui va nous permettre de calculer les caractéristiques qui correspondent à cette solution qu'on teste, c'est-à-dire quel est le poids que vont prendre tous les objets qu'on décide de prendre et quelles sont les calories qu'ils apportent. Et quels seraient les xi qui correspondent. Alors là, on les appelle les x temp i parce que c'est des variables temporaires, on ne sait pas encore si c'est la meilleure solution. Et juste après, ce qu'on va faire justement, c'est calculer si c'est d'une part une solution acceptable parce que le poids des objets qui correspondent à cette solution est inférieur à la capacité du sac et que en plus, le nombre de calories qu'ils apportent est mieux que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et si c'est le cas, on retient cette solution. C'est le sens de ce bloc-ci. Alors je vais vous donner directement le résultat de la complexité de cet algorithme, mais je vous invite à refaire les calculs si vous le souhaitez. Donc le nombre d'instructions nécessaires, ça va être 2n plus 5 fois n plus 1 fois 2 exposant n. Et le nombre de définitions, ça va être 2n plus 3. Comparons ces valeurs à celles de l'algorithme glouton. Alors le nombre d'instructions nécessaires pour chacun de ces deux algorithmes il va augmenter bien entendu en fonction du nombre d'objets disponibles n, mais pas exactement de la même manière. Au niveau de l'algorithme glouton, on part avec un nombre d'instructions assez faible pour n égale 10, donc 572, puis on va monter progressivement jusqu'à avoir 500 millions d'instructions pour n égale 10 000. Alors, pour l'algorithme de la force brute, dès le début, on va avoir un nombre d'instructions qui va être plus élevé pour n égale 10, donc là on est dans l'ordre des 50 000, et puis ça va exploser très rapidement, puisque là on passe pour n égale 100 à 10 exposant 32, c'est-à-dire un 1 avec 32 zéros derrière, et puis jusqu'à arriver pour n égale 10 000 à 10 exposant 3000. Ce qui est fulgurant, ce qui est bien supérieur au nombre d'atomes qu'on a dans cet univers. Alors sans grande surprise, l'algorithme de la force brute va très rapidement demander beaucoup plus d'instructions que celui de l'algorithme glouton. Et ça fait toute la différence, parce que 500 millions d'instructions pour un ordinateur, ça reste faisable en moins d'une seconde. Alors que 10 puissance 1000, on est quasiment sûr qu'aucun ordinateur ne pourra un jour réaliser ce nombre d'instructions, et ce, même si on lui laissait des millions d'années pour le faire. Bon, par contre, si on regarde du côté de la complexité en espace, on se rend compte que les deux algorithmes sont quasiment identiques à ce niveau-là. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de voir si on ne pourrait pas avoir des fonctions quand même un peu plus simples pour mieux estimer la complexité temporelle de chacun de ces deux algorithmes. Et on se rend compte que si on prend n carré pour l'algorithme glouton et n fois 2 exposant n pour la force brute, on va avoir une très bonne conservation des ordres de grandeur du nombre d'instructions nécessaires. Donc on se rend compte dans ces fonctions de complexité qu'il y a un facteur qui domine les autres, et que si on retire complètement les autres, ça ne change pas vraiment l'ordre de grandeur. Ça a l'avantage de simplifier beaucoup les choses. Et pour pouvoir simplifier les choses tout en restant rigoureux, on va introduire une nouvelle notion qu'on appellera la notion en grand O. Donc on va dire que la complexité temporelle de notre algorithme glouton est en grand O de n au carré, et que la complexité temporelle de notre algorithme de force brute est en grand O de n fois 2 exposant n. Alors qu'est-ce que ça va vouloir dire le fait qu'on a une complexité temporelle en grand O de quelque chose ? Eh bien, si on a une complexité en grand O d'une fonction g de n, ça va vouloir dire qu'on peut trouver une constante a, telle que l'algorithme il aura besoin en termes d'instruction de moins de a fois g de n. Une remarque importante est que jusqu'à maintenant on a exprimé la complexité de notre algorithme en fonction de n, et n c'est le nombre d'objets disponibles qui peuvent être mis dans le sac. Mais dans le cas général, on a l'habitude d'exprimer la complexité d'un algorithme en fonction de la taille des données qui lui sont données en entrée. Et vous pourrez vous convaincre que dans ce cas particulier, c'est a priori équivalent, puisque les données en entrée sont n couples d'entiers, et que donc il va y avoir une proportionnalité entre la taille des données en entrée et le nombre n.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je précise que j'ai fait une annexe à cette vidéo dans laquelle je vais préciser certaines choses, creuser certaines choses. Donc si vous avez envie d'approfondir le sujet de cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, le lien est dans la description. Et puis pour les autres, la prochaine vidéo portera sur la question comment est-ce que votre GPS fait pour trouver le plus court chemin pour vous permettre d'aller à votre destination. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notifié de la sortie de la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.